Laurent Izard, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre Front Populaire. Alors, je vous présente, donc, vous êtes agrégé de l'Université en économie de gestion, conférencier essayiste. En 2019, vous avez publié ce livre, La France vendue à la découpe, aux éditions L'Artilleur. Alors, ça tombe bien, parce qu'on va parler ensemble d'industrie, de réindustrialisation, je vais essayer de bien le dire. Avant de commencer cet entretien, je précise que nous faisons l'enregistrement le 21 juin. Donc, première question. Depuis la crise du Covid, on nous parle beaucoup de réindustrialisation. C'est devenu un mot à la mode, très récurrent. Oui. Quand on regarde les chiffres, on est 22e pays sur 27 dans l'Union européenne en termes d'emploi industriel. Donc la question que je me suis posée en regardant ces chiffres, je me suis dit, qu'est-ce que ça cache? Est-ce que ça cache que le discours ne prend pas? Ou alors on remonte, mais petit à petit? Alors c'est vrai que la crise du Covid a joué un petit peu un rôle de révélateur de notre déficit en matière d'industrie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce déficit, il remonte loin. Il date depuis le début des années 80, même certains le font remonter au début des années 70. Et il ne faut pas penser que c'est en l'espace de 2 ou 3 ans que l'on va rattraper 40 à 50 ans de retard, si vous voulez. Donc il y a, je dirais, une prise de conscience, à mon sens, de nos insuffisances industrielles qui existent depuis, on va dire, 2006-2008. Il y a déjà un premier plan industrie à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'on a accumulé beaucoup de retard dans de nombreux domaines. Et c'est très difficile de se réindustrialiser aujourd'hui. Ce sont des plans, je dirais, qui sont sur un horizon de 10 ans, 20 ans à minima. Voilà. Donc il ne faut pas attendre aujourd'hui des résultats. Comment on explique qu'on est à ce point baissé, nous, en France, alors que nos voisins européens ont plutôt, on va dire, limité la casse pour employer ce mot, mais je pense à l'Allemagne notamment. Pourquoi la France a fait ce choix? Alors, il y a plusieurs raisons. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que, contrairement à ce que beaucoup pensent, on partait de plus bas, si vous voulez. On dit que la France était un grand pays industriel, qu'elle est plus aujourd'hui. C'est pas tout à fait exact. Il faut savoir qu'il y a 40 ans, déjà, des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, mais aussi comme l'Irlande ou comme les pays nordiques, avaient, je dirais, une part d'industrie dans leur création de richesse qui était supérieure à la part française, vous voyez. Alors, ça c'est le premier élément. Nous, on a chuté, mais les autres aussi ont chuté. Seulement, ils ont chuté plus lentement et ils partaient de plus haut, si vous voulez. Alors effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, on est, en termes de part d'industrie dans la création de richesse, on est parmi les derniers d'Europe, dans les 27. On est à égalité au dernier rang avec la Grèce et avec le Luxembourg, en réalité. Voilà. Donc, effectivement, alors, les raisons spécifiques à la France, moi j'en vois plusieurs. Il y en a une, c'est que la France était plutôt mal positionnée, je dirais, dans les secteurs industriels. On a pendant très longtemps privilégié des industries à faible valeur ajoutée, à faible technicité, qui étaient beaucoup plus facilement concurrençables par les pays à bas coût. Tandis que l'Allemagne avait des productions à plus forte valeur ajoutée, notamment en machines-outils, qu'elle exportait beaucoup vers l'Asie, automobiles, qu'elle exportait beaucoup vers les USA. Et de ce fait, l'Allemagne, par exemple, a subi moins fortement le choc concurrentiel que nous avons subi. Il y a d'autres raisons aussi. Il y a des raisons, je dirais, de financement de l'industrie. On a un problème en France de financement de l'industrie. Les banques sont frileuses comparées à d'autres pays. Et là encore, par rapport à l'Allemagne, on pourrait faire la comparaison. En Allemagne, les PME industrielles sont suivies de très près. Il y a une espèce de continuum, si vous voulez, entre les banques qui les financent et puis les entreprises qui se développent. Chose qui n'existe que très peu en France. Voilà. Et puis, il y a un élément aussi qui me semble extrêmement intéressant, c'est un élément plus politique. C'est qu'en France, on a fait sciemment le choix de délaisser l'industrie. Il y a eu une période qui a commencé dans les années 90, on va dire fin des années 80, dans laquelle il y avait en France une espèce de consensus à la fois de la classe politique, mais aussi des industriels français et puis des économistes, pour dire que finalement l'économie du futur, l'économie de demain, c'était une économie sans industrie. C'était le rêve de la France sans usine, qui était partagé par certains industriels, donc comme Turruc qu'on cite souvent, mais il n'était pas le seul. Et puis les politiques, elles, voyaient d'un bon œil finalement la montée en puissance du secteur des services, parce que l'industrie ça pollue, et puis il y avait la montée des écologistes déjà à cette époque.
Ce processus, les politiques l'ont accompagné. Vous savez, connaissez le dicton, hein, quand les événements nous dépassent, feignons de les organiser. Les politiques se sont dit, on va laisser l'industrie se débrouiller, alors que dans d'autres pays, elle a été largement aidée, subventionnée. Et on arrive au résultat actuel d'une France désindustrialisée et d'une France qui a perdu de sa souveraineté à cause de la désindustrialisation. Et quelle crédibilité on peut accorder à ces politiques? Alors, on va le citer, donc Emmanuel Macron, président de la Startup Nation, à l'époque, ce n'est pas forcément le rêve d'une France industrielle qui aujourd'hui semble pouvoir porter ce projet, mais est-il crédible et peut-on croire en sa sincérité à ce niveau-là? Moi, la Startup Nation, c'était au tout début. Hein. C'est un concept qui a été finalement un peu oublié aujourd'hui. Effectivement, on parle beaucoup de réindustrialisation. Hein. Ça apparaît dans les discours d'Emmanuel Macron, de Bruno Le Maire, des actions un peu de communication qui sont faites là-dessus. Puis il y a des plans aussi. Hein. Il y a 2 plans de relance importants hein, qui ont été mis en œuvre, qui sont quand même relativement importants. Voilà. Alors, c'est vrai que lorsqu'il y a eu la fameuse rencontre Choose France, on a aussi beaucoup insisté sur cette question de la réindustrialisation et sur l'implantation d'entreprises étrangères en France. Alors, quelle crédibilité on peut accorder à tout ça? Moi, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, si vous voulez, de la part de nombreux acteurs et aussi de la classe politique, du besoin de réindustrialiser notre pays, pour différentes raisons, à la fois économiques, des raisons politiques, de souveraineté, et puis il y a une évolution aussi globalement des idées hein, chez les économistes qui vont dans ce sens-là. On a aussi un déficit commercial qui devient abyssal. Or, on sait que c'est la création de produits manufacturés qui peut permettre un peu de rééquilibrer notre balance commerciale. Donc voilà, moi, qu'il y ait une certaine sincérité là-dessus, moi je veux bien y croire. Maintenant, qu'on ait les moyens de le faire, ça c'est une autre question. Parce qu'il faut pour ça faire des choix, il y a des décisions graves à prendre, et je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait aujourd'hui prêt à les prendre. Vous parliez de Choose France tout à l'heure. Alors, ce n'est pas exactement Choose France, mais je pense à la rencontre entre Elon Musk et Emmanuel Macron qui a eu lieu récemment. C'était presque une rencontre étrangement vendue comme une rencontre de chef d'État quelque part. L'éventuelle construction d'une entreprise de cet industriel, est-ce que ça légitime une telle médiatisation? C'est le rapport que ça donne de la France vis-à-vis de l'industrie est assez étrange. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu étrange et beaucoup ont été surpris par cette rencontre. Moi, je vous dirais que ça ne date pas d'hier que des chefs d'État se comportent comme des commerciaux, hein, quand ils vont notamment faire des visites à l'étranger, ils sont accompagnés d'un certain nombre d'industriels et ils essayent de vendre notre pays. Ça se fait aussi au niveau régional. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une médiatisation forte. Parce que Musk est très médiatisé, parce qu'on sait qu'on a des chances aussi d'attirer cette usine en France. Il y en a déjà eu en Allemagne, hein, voilà. Bon, je dirais, ça fait un petit peu partie du jeu. On a peut-être un peu exagéré cette médiatisation, si vous voulez, cette mise en scène. Voilà, il y a un côté politique hein, là-dessous, hein, de communication politique qui me paraît assez évident quand même. On parle des entreprises d'Elon Musk, on parle beaucoup de méga factory. Alors moi, c'est un terme, j'aimerais bien qu'on en parle un peu parce que quand je l'entends, je me demande qu'est-ce qui se cache derrière ce terme. Pourquoi on parle de méga factory? Est-ce que c'est pas pour impressionner, masquer la réalité des actions que l'on fait au niveau local sur les petites industries? Alors, méga factory, ça fait surtout référence en réalité à, allez, on va dire 4-5 projets d'installation d'usines, principalement dans le nord de la France, et principalement centrés sur les batteries, sur aussi certaines composantes électroniques. Et puis dans le sud de la France, il y a aussi un projet de méga factory à propos de panneaux solaires. Voilà. Alors, est-ce que ça cache quelque chose? Déjà, ça cache notre déficit, hein, nos lacunes en la matière. C'est vrai que voilà, on veut rattraper notre retard industriel et comme on sait qu'on ne pourra pas le faire seul, eh bien, il faut injecter des capitaux étrangers, il faut inciter les entreprises étrangères à venir s'installer sur notre sol. Alors effectivement, en termes de communication, là aussi c'est très bon. Ça crée des emplois, on réindustrialise le pays, on passe au tout électrique peu à peu, donc on favorise une industrie décarbonée. Donc tout ça est très beau. Mais effectivement, quand on regarde les chiffres, eh bien, depuis 2015, notre pays a continué à se désindustrialiser, si vous voulez. Et je ne suis pas sûr que ces quelques méga-factories puissent à elles seules apporter une réponse à ce processus de désindustrialisation qui est très lourd. Et
Est-ce qu'on peut parler de réindustrialisation française? J'avais dit que ça serait difficile à dire. C'est difficile à dire. Quand justement on parle de capitaux étrangers qui investissent, donc finalement c'est pas la France qui se réindustrialise. Non, oui et non. C'est-à-dire que quand on crée des usines en France, c'est toujours bon à prendre. Hein. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité. Il faut savoir qu'un emploi industriel aussi permet de créer 2 à 3 emplois induits de proximité dans les services. On a des sous-traitants aussi qui vont travailler pour ces entreprises. Donc, le bilan est positif. C'est pas la même chose lorsqu'un investisseur étranger achète une entreprise toute faite, existante en France. Et contrairement à ce qu'on dit, quand un investisseur étranger achète une entreprise en France, elle préfère acheter une entreprise en bonne santé parce qu'elle veut une rentabilité immédiate. Le schéma selon lequel on rachète une entreprise moribonde et qu'on va la sauver grâce à un investisseur étranger, ça existe, mais c'est relativement marginal, si vous voulez. Alors, oui, il faut essayer d'attirer des investisseurs étrangers. Et tous les pays le font en réalité, même les États-Unis. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'en faisant ça, on escamote une partie du problème. Il faut que les investissements soient durables, si vous voulez. Or, le principe des investissements étrangers, c'est qu'ils ne le sont pas, par définition. Les investissements étrangers ont tendance parfois à être très volatiles et autant ça peut être très rapide d'attirer une entreprise étrangère, autant elle peut partir tout aussi rapidement si elle pense que les capitaux seront mieux investis ailleurs. Et ça, c'est un vrai problème. Après, il y a aussi un problème de souveraineté parce que les décideurs, les centres de décision restent à l'étranger. Et du coup, on a peu de marge de manœuvre, nous, dans nos politiques économiques, sur les décisions que peuvent prendre les investisseurs étrangers. Donc, oui, le bilan est positif, mais il faut être très prudent. Et puis derrière ça, il y a aussi une question. Hein, pourquoi nous ne sommes pas capables de créer les usines dont nous avons besoin? Du coup, je vous pose la question. Il y a un problème de financement, mais il y a aussi un problème de compétences. Il y a un problème d'urgence. Il y a un problème aussi de chaîne de valeur, si vous voulez. Il faut, quand on crée une industrie, on ne la crée pas ex nihilo comme ça. Il faut tenir compte à la fois de tout ce qui est en amont, l'innovation, la recherche, et puis tout ce qui est distribution derrière. Il y a l'approvisionnement en matières premières, il y a les sous-traitants qui vont aussi participer au processus productif. Donc nous, on a des faiblesses là-dessus, très clairement, et on est un petit peu obligé de s'appuyer sur des investisseurs étrangers qui amènent leur savoir-faire, leurs compétences, qui amènent leur financement aussi, même si nous on participe. Hein. Quand un investisseur étranger vient installer une méga factory dans le nord de la France, le ministère sort son carnet de chèques. Hein. Il faut le savoir aussi. Mais globalement, voilà, ce sont nos lacunes qui justifient les investissements étrangers. Alors je vous propose maintenant de parler un petit peu d'écologie parce que c'est l'un des mantras qui entourent l'industrie aujourd'hui. Alors pour commencer, hein, c'est la France qui a annoncé de vouloir devenir le leader de l'avion vert. Donc l'avion totalement décarboné. Donc, est-ce que c'est réalisable? Parce que quand on regarde les réactions des personnes du secteur de la filière aéronautique, ils ont l'air quand même de vraiment douter de la capacité de la filière à décarboner l'aviation. Donc, est-ce qu'on n'est pas là aussi dans un pur élément de communication? Alors, pas tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà des avions électriques qui volent. Voilà, qui ont une faible autonomie, ce n'est pas des gros porteurs, mais ça existe. Pas des longs courriers. Non, pas des longs courriers. Alors, ce que disent les industriels et les spécialistes de la question, moi j'en suis pas, c'est que oui, il y a quelque chose de possible à faire, mais sur un horizon de 20 à 30 ans, si vous voulez, ça va pas être immédiat. Et les industriels croient davantage à des processus d'avions hybrides, si vous voulez. C'est-à-dire il y aurait une part d'électrique, mais il y aurait aussi une part de carburant, je dirais, moins polluant, ou en tout cas qui n'utilisent pas ou beaucoup moins d'éléments fossiles, si vous voulez. Alors, on parle beaucoup, vous savez, de recyclage, d'huile. On parle aussi d'énergie verte, etc. Oui, et puis on parle d'hydrogène aussi, voilà. Ce sont des projets à long terme. Et de toute façon, la seule certitude que l'on a, c'est que ça va renchérir les coûts. Voilà.
au moins pendant un certain temps. Donc il faut s'attendre à ce que les coûts se reportent in fine sur les usagers. Ça veut dire que ça va changer la nature, en réalité, du transport aérien. Et je disais tout à l'heure, justement, c'est un mantra, hein, l'écologie dans l'industrie. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'industrie doit être écologique ou elle ne l'est pas. Mais est-ce que écologie et industrie, on n'est pas là dans un oxymore? Si vous voulez, aujourd'hui, il y a une espèce de quasi-consensus, je dis quasi parce qu'il n'est pas total, sur le fait que, bon, il faut faire très attention à nos émissions carbone. Or, l'industrie émet du carbone. Donc, ne serait-ce que pour des questions, je dirais, de nature politique, on est obligé de s'orienter vers une industrie décarbonée. Là encore, ça ne se fera pas du jour au lendemain, si vous voulez. Ce sont des processus qui sont longs. Il faut savoir qu'une usine, c'est quand même davantage de camions, c'est davantage de cheminées, c'est davantage de rejets. Voilà, il faut en être conscient. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, réindustrialiser la France, c'est un vrai projet de société, ce n'est pas seulement un projet économique. Il faut qu'il y ait une adhésion des politiques, de l'ensemble de la classe politique, parce que ce sont des projets là encore sur 20 ans, 30 ans, donc il y aura des changements politiques d'ici là. Il faut une adhésion de la population. Et vous avez vu comme moi que lorsqu'il y a eu récemment des projets d'installation de quelques usines en Bretagne ou ailleurs, oui, il y a eu des protestations, il y a eu, voilà, à tel point que certains industriels ont renoncé à leurs projets. Donc, je dirais qu'on est un peu tenu de s'orienter vers une industrie décarbonée. C'est un bien grand mot parce que l'industrie décarbonée, ça n'a pas de sens en réalité, mais ça veut dire une industrie qui est davantage respectueuse de l'environnement, davantage verte. Et est-ce qu'on peut décarboner l'industrie sans décarboner l'énergie? Alors, je vais préciser ma question. Pour décarboner l'énergie, dont l'industrie est grande consommatrice, il faudrait normalement passer par soit de l'hydrogène, soit des small réacteurs nucléaires, SMR, oui, petits réacteurs nucléaires. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, là, un petit peu de fantasmer quelque part des solutions qui ne sont pas matures aujourd'hui? Alors, elles ne sont pas matures, et puis, quand bien même elles seraient-elles, là encore, c'est sur un temps long. On ne crée pas une centrale nucléaire en quelques années, si vous voulez. C'est un processus très long. Or, on a pris beaucoup de retard là-dessus. Il y a un élément sur lequel il me semble important d'insister, c'est que cette question de la décarbonation, il ne faut pas la limiter, je dirais, au processus productif lui-même. Il faut regarder aussi tous les trajets que font les matières premières, les produits semi-finis, les composantes fondamentales, les produits finis tout autour du monde. Et là-dessus, il y a beaucoup à faire, si vous voulez. C'est pas normal que pour fabriquer un jean, on passe par X pays et que le jean il est fait 20 000 km avant d'être commercialisé. Donc, cette question de la décarbonation de l'industrie pose la question de la relocalisation de l'industrie, si vous voulez. C'est le fameux produire local. C'est en produisant local que l'on pourra faire des efforts importants. Il faut savoir que les transports, ça consomme beaucoup d'énergie, ça a une empreinte carbone essentielle. Voilà. Donc tout ça participe, si vous voulez, d'un processus plus global qu'il faut mettre en œuvre et qui pour l'instant n'est qu'à l'état embryonnaire.